Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch War Thunder France. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live. On est au cœur de la Free Agency, la Summer League commence ce soir. C'est l'occasion pour Constant et moi de revenir sur les derniers mouvements, notamment ceux d'OKC forcément. Comment ça va Constant? Honnêtement, ça va bof moyen, perso. Mais comment ne pas être heureux de revoir Chet Holmgren, pour que je ne me trompe pas sur le nom de famille, comme on l'a dit sur Twitter. Effectivement, au moment où j'y ai pensé, j'ai fait mais c'est vrai en fait. Oui, on oublie, on oublie le M. Ouais, Oui, on fait Chet Holmgren. Mais voilà, très heureux de retrouver Chet, très heureux de retrouver Jalen Williams, très heureux de retrouver Jalen, de retrouver Ousmane Dieng. Je suis quand même content, ça montre à quel point je suis en manque de basket. Je suis content de revoir Ousmane Dieng. Très heureux de vous retrouver le chat parce que c'était pas vu depuis la draft. ouais, ouais, parce que on va pouvoir discuter de ça. Il y a Chet qui revient, la hype est là. La hype est là dans le chat, la hype est là partout. On va en reparler ça un petit peu en fin de live sûrement. Mais auparavant, on va parler de quand même quelques mouvements que Sam Presti a fait ces derniers temps. Il y a eu des mouvements importants, notamment la venue enfin de Micic. Il y a eu d'autres signatures, il y a eu pas mal de trades pour se servir du salary cap de manière qui ne plaît pas forcément à tout le monde, on a pu le voir. Donc on va discuter un peu de tout ça aujourd'hui. Et d'ailleurs on va commencer par ça, on va commencer par discuter un petit peu des différents trades que Presti a pu faire depuis la draft et même pendant la draft. Je pense qu'on va inclure le trade de Bertans dedans, parce qu'il fait un peu partie de la même stratégie d'utilisation du salary cap. Globalement, ce qu'on a pu voir ces dernières semaines, c'est que Presti a choisi d'utiliser son cap de manière à, encore une fois, obtenir des assets, à soulager certaines équipes qui voulaient se débarrasser de certains contrats un peu pénalisants pour la construction de leur roster. Ça a commencé avec Davis Bertans, qui nous a permis de monter en 10 et de prendre Cason Wallace. Pour info, le contrat de Davis Bertans, c'est 17 millions l'année qui arrive. Ensuite, il a une Early Termination Option l'année d'après, donc il peut, si lui le souhaite, mettre fin à son contrat. Sinon, l'année suivante, pour l'instant, il a 5 millions de garantie. Et s'il joue plus de 75% de la saison, c'est 16 millions qui sont garantis. Déjà là, Ouais. c'est pas le contrat le plus simple, là, déjà là. Déjà, première chose. Ça va, c'est pas si dur. L'année prochaine, Player Option, s'il joue 75% des matchs, les 16 millions sont garantis. Voilà, c'est pas Ouais. compliqué. Je suis pas sûr qu'il joue 75% des matchs en plus, honnêtement. Hein. Mais on verra ça. Et bienvenue à ceux qui donnent leur premier message sur le chat. On parlera du backcourt et tout ça ensuite, vous inquiétez pas. Ensuite, trade pour Victor Oladipo. On absorbe son contrat qui est de 9,4 millions cette année, qui expire, c'est sa dernière année, et on obtient en contrepartie 2 futurs second tours. Ensuite, on fait la même chose avec Patty Mills, qui était censé aller à Houston, mais qui ne va pas aller à Houston, qui va aller chez nous. On n'a pas la contrepartie exacte, mais des draft compensation. Oui, même pour Oladipo. On sait que c'est 2 second tours, mais on ne sait pas lesquels. Là, on sait juste draft compensation, on ne sait pas combien, voilà. Mais dans le sens où on connaît pas le trade, Oui. il faut envoyer quelque chose Oui, non, pour mais faire un trade. c'est sûr, Donc c'est sûr. on sait pas ce qu'envoie le Thunder. Bah non, tu peux juste absorber en soi. Hein. On l'a pas vu, il n'y a pas d'autres équipes qui ont fait ça d'ailleurs. Tu peux juste absorber, t'envoies rien en contrepartie. Hein. Rien du Je tout. crois que tu peux faire ça. Hein. Ouais, je suis peut-être fatigué. Ouais, mais c'est possible. Et contrat de Patty Mills, 6,8 millions, lui aussi expirant. Avant de parler un petit peu de la stratégie de ce qu'a fait Presti avec ça, de ce salary cap, est-ce que concrètement, un de ces joueurs-là va rester dans l'effectif cette année, même la globalité de l'année, j'ai envie de dire plutôt? Davis Bertans. Voilà. Moi, c'est mon petit pari. Davis Bertans reste au Thunder. Et il est utilisé dans ce rôle de joker qu'avait pu avoir notamment Mike Muscala, de joueur où vraiment tu mets rien dedans. Et tu balances Davis Bertans. Tu le fais pas jouer à tous les matchs, loin de là. Si vraiment il y a un match où tu es en difficulté offensive, tu essayes de le faire entrer. Il va pas perdre ses capacités de tir parce que même après une mauvaise saison à Dallas, il était quand même à 39% à 3 points. Donc ça reste un shooter très fort. Le problème, c'est de l'autre côté du terrain, effectivement. Mais je le vois bien rester. Et déjà parce que son contrat est sur plusieurs années aussi, que si tu le coupes, ça fait 22 millions et pas 17 dans le salary cap cette saison. Et puis parce que ça m'a l'air d'être le joueur que tu peux le plus mettre sur un parquet NBA, étant donné que Victor Oladipo est comme Victor Oladipo, c'est-à-dire blessé.
et que Patty Mills a loupé beaucoup de matchs du côté de Brooklyn l'an dernier, non pas par blessure, mais par décision du coach. Donc, Davis Bertans me semble être celui qui va rester, même s'il est largement possible que les trois se retrouvent coupés. Ouais, tu vois, je suis plutôt d'accord. J'aurais bien aimé voir Oladipo un peu plus en forme dans notre système de jeu, etc. J'aurais pu le trouver intéressant, mais là, avec la venue de Micic, avec Cason Wallace, etc., ça fait plus trop de sens déjà. Puis de toute façon, il est globalement toujours blessé. C'est pour ça que le 8 n'a pas souhaité aussi le conserver, je pense. Ouais, Bertans, Bah, ça crée une trade oui, exception aussi, aussi. aussi, qui va leur Pour servir récupérer prochainement. une montre là. Vous voyez la montre là? Bah, elle est du Elle côté de la arrive. Floride. Elle indique la Floride. Non, après, je suis d'accord avec toi sur Bertans. Globalement, ce joueur-là ne va jamais perdre son tir. Quoi qu'il se passe, il va mettre dedans. Alors, il aura des matchs où il va pas mettre, mais il y aura des matchs aussi, il va t'en mettre 6 d'affilée et tu sauras pas d'où ça sort en 5. Mais voilà. Je suis d'accord avec toi que même s'il défend pas, globalement, il est capable de prendre feu et de t'apporter, peut-être de te débloquer une situation là où t'es bloqué. Un peu à la Isaiah Joe l'année dernière contre Dallas où tu sors de nulle part, il met plein de tirs et en fait tu te débloques juste une situation comme ça. Pourquoi pas? Je pense pas qu'il aura un temps de jeu régulier, je pense pas qu'il va s'insérer dans la rotation, mais pourquoi pas le garder effectivement dans les fins de roster spot. Là où Patty Mills, encore une fois, même lui, je suis pas sûr qu'il souhaite rester, à part juste par affection de Josh Giddey, mais je pense pas que ça soit forcément le cas. Il est plus vieux, à mon avis, il va aller dans une équipe plus contender. Après, pour Bertans, tu l'as bien dit, contrat plusieurs années, donc ça peut potentiellement être pénalisant pour l'année suivante. C'est ça qui m'inquiète un peu plus. Tu vois, voir ce que t'en fais, si tu le gardes pour éventuellement un trade ou d'autres choses, mais voilà, ça c'est un autre truc à prendre en compte, alors que les autres sont expirants, et tu peux éventuellement les laisser partir à la fin si t'es pas convaincu, quoi. Ouais, bah, t'as parlé d'utiliser Davis Bertans comme Isaiah Joe. Isaiah Joe, il est volontaire en défense, hein. Oui. C'est pas le cas de Davis Non, je Bertans, disais hein. juste dans le sens, un jour il sort du banc, tu sais pas pourquoi, parce que ça se passe Non, mal et Joker. tout, et d'un coup il met des grands tirs, et voilà quoi. Mais plus du coup comme Muscala que comme C'est Joe, parce vrai. que Joe a quand même eu du temps de jeu régulier à Oui, partir de son match contre Dallas. voilà, mais ça a débloqué la situation. Après, Muscala, globalement, lui aussi, il jouait une bonne dizaine, quinzaine de minutes quand il était en bonne santé, hein. Ouais, mais c'était plus irrégulier. Ouais. Ça dépendait plus des match-ups. Hmm. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais bah, est-ce que le contrat de Bertrand c'est vraiment pénalisant l'été prochain? Moi, c'est un truc où je suis pas convaincu parce que ça reste. Bon, on va peut-être déjà rentrer dans les théories, mais ça reste un joueur qui l'été prochain aura un contrat expirant. 17 millions, c'est largement un contrat échangeable et c'est un contrat que tu peux insérer dans un trade justement pour équilibrer les salaires Hmm. et pour essayer de récupérer un gros joueur sans ton young core. Parce que si vous avez écouté l'épisode CBA qu'on a fait avec Tom, si tu veux faire des gros échanges, il te faut des salaires à échanger. Et tu ne peux pas faire ça avec 9 joueurs sous contrat rookie. Donc, c'est pour ça que je me dis que Bertans, potentiellement, même si l'apport terrain vaudra largement pas ces 17 millions, c'est le deuxième joueur le mieux payé du Thunder cette saison, Davis Bertans. Mieux payé que Lou Dort, il n'y a que chez Gilgeous Alexander qui est mieux payé que C'est incroyable. Davis Bertans. C'est fort, hein. Et l'été prochain, si l'effectif reste en l'état, ce sera toujours le deuxième joueur le mieux payé du Thunder. Mais voilà, il peut potentiellement se retrouver dans un trade. Donc, je me dis que déjà l'apport terrain, et c'est probablement le meilleur des trois, Oladipo, même s'il avait été en bonne santé, ce qui n'est pas le cas depuis son trade du côté de Miami, même à Houston, c'était déjà difficile. J'aurais pas été fan, vraiment. Patty Mills, oui, mais avec le nombre de guards que tu as, pour le coup, je trouve pas ça très intéressant. Donc, Bertans. Hmm. Et potentiellement, son aspect contrat expirant peut, bah, on le voit pour le cas de Damien Lillard, qui peut intéresser des équipes parce que ça leur offre une flexibilité financière. C'est une des questions qu'on a d'ailleurs. Vous y croyez à l'absorption de ces contrats pour faire un gros trade? Moi, honnêtement, ce gros trade, on en parle depuis longtemps, on suppose dessus, etc. Plus ça va, moins je le vois arriver en fait, dans la manière qu'on a de travailler les choses, etc. J'ai pas l'impression que ça va arriver prochainement, peut-être l'année prochaine, mais voilà, on dit toujours un petit peu ça, mais là j'ai du mal à le voir arriver. Mais effectivement, le fait d'avoir ces contrats-là, comme tu l'as bien expliqué, te permet d'avoir de l'argent à échanger contre des gros contrats ou de l'argent à donner. Là, on l'a vu, hein, c'est ce qui va se passer avec le 8, tu vas devoir envoyer de l'argent s'ils veulent récupérer quand même Damien Lillard, il va falloir envoyer des contrats contre ça. Donc ouais, effectivement, vu comment est réparti les salaires, comment sont répartis les salaires au Thunder actuellement, ces contrats-là te permettent de faire potentiellement des trades. Mais j'y crois pas en fait, j'ai du mal à le voir arriver ce truc-là.
En fait, je vois pas l'intérêt d'accumuler autant d'assets si c'est pour pas faire de transfert. Je parle de pic de draft, hein. Je parle pas de contrat expirant. Et si on veut faire la théorie du complot, Davis Bertans plus Victor Oladipo plus Patty Mills, plus la trade exception du Thunder de Darius Bazley en février dernier du côté des Suns, ça suffit pour acquérir le contrat de Pascal Siakam. Faites ce que vous voulez de cette information. Ça n'arrivera pas, mais je trouve ça assez intéressant de voir que du côté du Thunder, il y a 2-3 personnes qui se disent ah oui, peut-être. Non, ça n'arrivera pas. Mais au niveau de ce trade, en fait, si tu ne fais pas ce trade, bah, tu perds tu perds le côté asset que tu as avec tes pics de draft. Ouais, après, Et surtout, tu vois, on a réussi à faire des trades mettre plus tard tes assets que tu avais, notamment l'année prochaine, on l'a vu, on a tradé un de nos picks pour suite Denver en 2029, tu vois. on a fait un. C'est pas des grandes solutions, hein. Oui, je suis d'accord avec toi que t'as tellement de pics, etc., il va falloir en faire quelque chose. Mais quand même, tu vois, t'arrives à retomber sur tes pieds en faisant pas de gros trades, quoi, alors qu'on se disait, mais ça, au bout de telle année, il va falloir le faire, et on l'a toujours pas fait, quoi. Oui, et aussi parce que le Thunder n'est pas encore à des niveaux très élevés de compétition. Aussi. Hmm. Parce que si potentiellement tu te dis tu vises plus haut, peut-être que là tu vas avoir un plafond de verre avec cet effectif. Mais c'est surtout le fait que, bon, déjà, tu as plein de first round et de second round. Je sais même plus combien de second tour on a pour être Le très honnête second avec tour, vous. c'est énorme. C'est... Oh, je sais même pas, je veux même pas avancer, mais je pense que tu en as minimum 25. Très honnêtement, avec ce que tu as rajouté là, tu dois pas être loin de 25. Mais et c'est surtout que l'été prochain, ce sera le dernier été où tu seras une équipe avec du cap space. Puisque même si tu conserves Davis Bertans, avec l'augmentation du cap et avec les contrats expirants de Patty Mills et de Victor Oladipo, plus potentiellement un Poku qui n'est pas prolongé, puisque Poku il prend déjà 5 millions cette saison. C'est pas énorme, mais ça fait quand même un peu d'argent. Le Thunder pourrait se retrouver dans la même situation que dans laquelle il s'est retrouvé cet été, à savoir une équipe en dessous du cap qui peut faire des moves. Dans 2 ans, ce ne sera plus le cas, puisque si tout se passe comme on peut le prévoir, ou si tout se passe comme prévu, en retournement de situation, il y aura l'extension de Josh Giddey. Et là, pour le coup, à partir du moment où tu vas faire l'extension de Josh Giddey, tu n'auras plus de cap, puisque Josh Giddey, sans faire trop de prévisions, mais ce sera un joueur avec un salaire, avec un vrai salaire. De là à dire qu'il aura le salaire de tel ou tel joueur, c'est trop tôt pour se projeter, mais en tout cas, il aura un vrai salaire. Donc, je me dis que c'est le dernier été, l'été prochain, où tu peux agir comme une équipe sous le cap, où tu peux recevoir du salaire important sans toucher à ton young core. Donc, je ne dis pas que ça va arriver, mais ça plus le fait que tu aies beaucoup de pics de draft et que tu as accumulé beaucoup d'assets me fait dire que potentiellement ça peut arriver. Après, est-ce que ça arrivera? Peut-être pas, mais ça fait beaucoup de choses où je me dis, on sait jamais. Après, dans ce que tu as dit, si tu veux recevoir un gros salaire, donc c'est-à-dire normalement un gros joueur, tu vas devoir envoyer des joueurs aussi et quelqu'un de ton young core. Enfin, moi, je fais un trade avec OKC actuellement pour une de mes stars. Je demande des bons jeunes, tu vois, de ce qu'on a, hein, globalement. Tu vois, on en avait déjà parlé. Si tu trades pour un Jalen Brown, Boston, ils vont demander des gars, tu vois, ils vont pas demander que des pics. Mais effectivement, ensuite, tu t'approches du moment dont on a parlé avec Tom, notamment sur le CBA, où bah, tu vas devoir prolonger un peu tout le monde. Tu auras pas mal de sous qui vont devoir être sur la table chaque année parce que ben, Guidi potentiellement va toucher gros, potentiellement plus tard un Holmgren ou un Jane Williams vont toucher gros. Enfin, tu vois, il va y avoir un moment, on avait discuté de ça, tu auras des gros contrats et des jeunes que peut-être tu pourras pas tous garder. Donc ça, je suis d'accord avec toi que ta timeline se resserre petit à petit, mais après, dans la stratégie, j'ai encore du mal à nous voir ne pas continuer de parier uniquement sur nos jeunes, avec quelques ajouts, on en parlera ensuite, parce qu'on n'a pas non plus rien fait pour équiper l'effectif cet été, mais j'ai du mal à voir ça. Et d'ailleurs, c'est une chose là qu'on devait discuter et qui a été dans le chat. Il y a plusieurs personnes qui, en plus de ces trades-là, qu'il est difficile de prévoir et d'analyser, parce qu'on ne sait jamais dans quelle direction la ligue va partir, qui va demander son trade à la Damian Lillard, qui va, voilà, c'est dur à prévoir. Mais globalement, ce salary cap, beaucoup, et quand on avait fait la stratégie de l'intersaison, on en avait parlé, beaucoup auraient aimé qu'on l'utilise pour renforcer l'équipe. Ce qui n'a pas été fait. J'exclus un petit peu le Kamisich de ça, hein, parce que lui, on avait ses droits, etc. C'est un peu spécifique, mais tout le reste du salary cap, il a été utilisé comme on fait depuis 2-3 ans, pour avoir des assets. Et ça nous est beaucoup discuté, nous, sur Twitter ou même sur YouTube. On a eu un commentaire là récemment de Guilhem qu'on salue, qui nous dit ben, ça manque un peu d'ambition, alors qu'on aurait pu essayer de signer des joueurs de complément, type Dwight Powell, il nous cite McDaniels, etc.
Ça montre que Presti veut pas forcément jouer les playoffs et autres. Moi, je pense que je suis d'un avis assez contraire à tout le monde et de ce que j'ai pu voir dans le chat ou sur Twitter sur ça. Dans le sens où j'ai pas du tout été déçu parce que je savais que ça arriverait pas qu'on signe des joueurs de complément. J'étais plutôt convaincu de ce que tu m'avais présenté, en plus la stratégie de l'intersaison, il y avait des trucs intéressants, mais globalement, dans ma tête, c'était improbable que ça arrive, parce que déjà, on signe jamais personne à OKC, question d'attractivité. Là, cet argument. Non, Voilà, mais déjà premier, question garde. d'attractivité, etc., globalement, historiquement, ça a été compliqué. Même si là, le projet est attrayant, la jeune équipe, etc., et qu'il n'y a pas énormément de sous autour de la ligue, tu t'aurais pu surpayer un mec. Ce qui pour moi n'est pas forcément très positif de surpayer certains mecs. Il y a des contrats qui sont passés là à la free agency, moi j'ai pas envie de les donner, hein. Concrètement ce qu'a fait Houston, moi je suis pas forcément fan. Il y a même d'autres contrats pour des role-players que j'aurais pas forcément aimé qu'OKC donne. Donc bon, déjà ça c'est le premier argument pour moi. Mais ensuite, est-ce que tu as vraiment besoin de faire ça maintenant que tu as déjà ajouté quelques pièces? On en parlera ensuite, mais on en parlait en off, tu as déjà presque une rotation de 9 joueurs cohérente, correcte. Même 10, tu vois. De prendre un Javon Carter dont on aimait bien, par exemple toi et moi, est-ce qu'au final ça aurait pas empêché un Casson Wallace de se développer un petit peu? De prendre un Dwight Powell, c'est différent parce qu'il n'y a pas vraiment nos postes, mais est-ce que ça t'aurait vraiment apporté, ça aurait changé vraiment la phase de ton équipe? Juste avec les apports, pour moi, de l'été et l'effectif de base, tes objectifs, ils sont potentiellement un peu plus hauts que l'année dernière, hein. Tu peux être potentiellement meilleur. Après, il faudra confirmer, il y a beaucoup d'incertitudes, etc. Mais tu es plus équipé que l'année dernière en termes de banc, en termes de complémentarité. Tu as Chet qui revient, qui est censé être un gros joueur, qui va corriger quand même tes problèmes. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein. En Misic, on va parler ensuite. Voilà, pour moi, c'était pas urgent de faire ça. Et comme t'es pas dans cette optique-là, et je pense que Presti est très patient et très je parie sur mes jeunes et j'attends de voir, j'ai pas envie de signer des mecs voilà, juste pour compléter. Je comprends qu'il utilise ce salary cap pour récupérer des assets. Au moins, il sert à quelque chose. En plus, ça lui évite d'être pénalisé parce qu'il a trop peu de salaire déjà. Et je finirai juste, et après je te laisserai la parole parce que j'ai beaucoup parlé, par la théorie de il faut des anciens pour encadrer les jeunes. L'année dernière, en fin de saison, il n'y avait aucun ancien dans l'effectif, hein. Il n'y avait aucun ancien qui avait du temps de jeu régulier. Ça a très... Il y avait Saric. Ouais, super. Et en plus, Saric, il a mon âge, donc ça me fait très plaisir que tu dises que c'est un ancien. Il y a ton âge, ça. Ouais, je crois, ouais. Je crois qu'il est de mon année ou un an de plus, je crois. Mais voilà, donc pareil, là, dans ce cas-là, tu te dis que Misic c'est un ancien, que Kenrich Williams c'est un ancien. En fait, là, il y a un groupe qui est tel que, pour moi, t'as pas besoin d'avoir un mec de 36 ans qui joue jamais pour faire le gardien du centre de loisirs. En fait, c'est pas ça. T'es pas à ce stade-là, comme d'autres équipes. Ça, pour moi, c'est plus un argument maintenant. On l'a vu que t'avais pas forcément besoin de ça. Ah, là, t'as dit beaucoup de choses. Oui, hein, j'ai dit mon truc sur ce que je pensais de ça. Je vais te laisser plus donner ton avis. Là, pour le coup, c'est pas moi qui ai fait le tunnel, hein, Mm. mais déjà sur cette notion de OKC ne signe personne. Je vais prendre un exemple tout con. Indiana. Ils n'ont pas un historique de free agent. Leur historique de free agent, c'est globalement le même que le nôtre, hein. Je sais même pas quelle est la plus grosse signature en tant que free agent d'Indiana. Ces 10 dernières années, j'arrive même pas à voir. Dans l'histoire, ils ont dû signer des gars sous Reggie Miller, mais voilà. Ils signent Bruce Brown. Pourquoi ils signent Bruce Brown? Parce qu'ils le surpayent. Sauf que ils mettent une team option sur la deuxième année. Bon, est-ce que c'est ce que j'aurais fait si j'étais le Thunder? Pas vraiment. Mais pour moi, tu peux signer des gars. Orlando, ils n'ont pas un projet qui est plus attrayant que le nôtre et réussissent à signer Joe Ingles. Pourquoi? Parce qu'ils le surpayent. Orlando, c'est cool. Oui, mais OKC non, Orlando, non, c'est la mauvaise ville de Floride. Oui, c'est là où il y a tous les. Mais bon, effectivement, les avantages au niveau des taxes, ce sont les mêmes que du côté de Miami. Mais bref, je pense que tu aurais pu être un peu plus attractif si tu avais voulu, mais tu aurais dû surpayer des gars. Grant Williams, on voit bien que le fait qu'il soit restricted free agent, ça pose déjà pas mal de problèmes et finalement, tu n'as pas tant d'acheteurs que ça sur Grant Williams. Tu as parlé de Dwight Powell, qui aurait été un renfort intéressant. Je pense pas qu'il aurait signé au Thunder pour ce montant-là. J'avais un autre joueur en tête, mais qui vient de prolonger là, au moment où on fait ce live, c'était Mason Plumlee du côté des Clippers. Je trouve que lui, il t'aurait vraiment apporté quelque chose d'intéressant. Bon, ce n'est pas le cas. Et ensuite, un autre point. En fait, moi, je suis entre les deux. Je me dis que
Le trade de Davis Bertans, je suis OK, tu encaisses du salaire pour monter à la draft sans lâcher de first round, OK. Par contre, je me demande quel était le rush de récupérer les 10 millions de Victor Oladipo le 1er juillet, 5 heures après que la free agency est ouverte. Est-ce que c'était vraiment quelque chose qui avait besoin d'être fait dès l'ouverture de la free agency? Je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est que tu avais déjà négocié avec des mecs et tu savais que ça allait pas se faire, certains mecs intéressants? Est-ce que de toute façon tu étais dans cette optique-là de trader pour du salaire dès le début et t'allais même pas essayer de chercher des free agents? Ça, on le saura jamais, hein. Mais je suis d'accord avec toi que ça s'était fait très rapidement. Donc ouais, je suis d'accord. Donc voilà, je vois pas quel était le rush de récupérer les 10 patates de Oladipo. Après, je pense que Sam Presti, il a pas envie de signer de gain en fait. Enfin, très honnêtement, je pense qu'il a une confiance très élevée dans ce groupe et qu'il estime que ce groupe est capable de progresser, capable d'atteindre ses objectifs sans forcément d'avoir beaucoup de renforts. Euh, et d'ailleurs, le fait d'être une équipe avec autant de cap space, ça fait que potentiellement quand tu vas prolonger Josh Giddey, en fait, avec tout le cap space que tu as, bah, si tu prolonges Josh Giddey 20 ou 25 millions, tu seras une équipe au niveau du cap. Donc, tu auras potentiellement encore de la marge pour prolonger un autre joueur entre Chet Holmgren et Jalen Williams. Je pense que les deux, tu ne pourras pas les prolonger, ou en tout cas pas à des montants très importants. Mais dans cette optique-là, ça te laisse la possibilité en fait de prolonger vraiment deux des trois autres joueurs derrière chez Gilgeous-Alexander à un montant élevé. Après, voilà, ce n'est que des questions salariales. Et pour ce qui est du reste, euh, il faut pas. Ça, j'ai lu effectivement le fait que Sam Presti, soi-disant, ne pense pas comme une équipe de playoffs, etc. Enfin, n'a pas agi comme s'il voulait atteindre les playoffs. C'est ce que j'ai tweeté. Les arrivées, c'est Cason Wallace, c'est Vasilije Micic, c'est Chet Holmgren. Les départs, c'est Lindy Waters et Dario Saric. Le Thunder s'est renforcé sur le papier. L'arrivée de Chet, c'est une arrivée majeure dans l'effectif du Thunder. L'arrivée d'un joueur comme Cason Wallace, c'est une arrivée qui va être importante. L'arrivée de Micic, on va en parler juste après, c'est une bonne arrivée. Et quand on regarde l'effectif du Thunder, il y a plus de profils, il y a plus de versatilité dans les profils. Donc, oui, il y a un petit peu de déception parce que effectivement, on s'attendait peut-être à un peu plus de clinquant au niveau des noms. Mais Naz Reid a prolongé avant l'ouverture de la free agency. Grant Williams, il y a Dallas et Charlotte pour l'air d'être sur le dossier, ça se bouscule pas non plus. Donc, Sam Presti a décidé de faire confiance à ce groupe et il faut quand même pas dire que le Thunder ne s'est pas renforcé parce que quand tu as un pick 2 qui arrive et quand tu as un joueur du niveau de Micic et un joueur qui peut t'apporter de vraies bonnes choses comme Cason Wallace, sachant que tu n'as rien lâché très honnêtement en termes de départ, tu es une équipe qui était largement renforcée. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on l'a peu dit, mais là globalement, tu as réussi à te renforcer en lâchant rien, en cramant aucune asset pour le futur, aucun premier tour, aucun second tour. Tu as juste utilisé ton cap pour récupérer des choses. Tu t'es basé sur ce que tu avais déjà. Ça, c'est intéressant pour le coup, parce que tu n'as rien cramé. Vraiment, je pense qu'on s'est plus On a renforcé récupéré. qu'on pense, que certains pensent en tout cas, parce que tu as des joueurs qui vont te combler beaucoup de trous que tu avais. Tu vois, ball handling en sortie de banc. Ben là, tu as deux joueurs qui arrivent. Avec c'est à l'extérieur. Voilà, tu as l'intérieur, etc. qui arrive. Ben là, globalement aussi, c'est assez intéressant avec Chet, même si voilà, on a les limitations qu'il connaît. Non, sur ça, je suis bien d'accord avec toi. Voilà, effectivement, je comprends aussi les déceptions. Effectivement, tu aurais pu surpayer des mecs qui, comme il n'y a pas énormément d'argent autour de la table, seraient venus en les surpayant, effectivement. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Après, je comprends ceux qui avaient des espoirs de grandeur, qui voulaient peut-être accélérer un petit peu les choses, ou qui espéraient peut-être des vétérans pour entourer le reste, mais t'es pas dans le besoin, hein. Et est-ce que aller signer un... alors, je sais pas l'exemple que c'est. Alors, Dwight Powell, c'est un mauvais exemple parce que c'est un profil que t'as pas et que pour le coup, t'apportes autre chose Monsieur de. Plumlee, ça aurait été très Ouais, bien. Mason Plumlee, voilà, ça c'est différent au poste de pivot où t'as moins de certitude. Mais un Bruce Brown, un guard, là, vu l'effectif que t'as, est-ce que ça te renforce énormément? Un petit peu, mais Ah, quand même. mais est-ce qu'il aurait énormément aussi. Enfin, c'est pas non plus une avancée majeure, quoi. C'est pas ça qui va te changer si t'es en playoff ou pas pour moi. Non, mais de toute façon, la free agency, les free agents ne te faisaient pas passer un cap, hein. Hmm. Mais c'est l'accumulation de petites choses qui peuvent t'aider à faire passer un cap, c'est ça. Mais et puis un autre exemple aussi, c'est que bon, voilà, vous avez vu ce qu'a fait Houston. Houston, ils ont quand même fait des choses que je suis bien content que Sam Presti n'ait pas fait. J'en ai parlé dans le podcast de Dunk Hebdo. Et puis, des équipes qui ont progressé d'année en année avec une progression linéaire, sans ajouter de gros free agents,
c'est arrivé ces dernières années. Regardez une équipe comme Memphis. À partir du moment où ils draftent Desmond Bane, voilà, ils font le trade pour Jonas Valanciunas, où ils échangent Jonas Valanciunas avec Steven Adams en termes de free agency. Ils doivent signer Kyle Anderson? Non, parce que Kyle Anderson, c'est un trade. non? Oh, je sais plus. Mais voilà, c'est des petits ajouts, mais ils ont signé aucun joueur qui était incroyable. C'est parce que leur young core, d'un coup, tu as Ja Morant qui est devenu un très bon joueur, Jaren Jackson Jr. qui s'est mis à jouer à un level et qui a été d'ailleurs élu Defensive Player of the Year. C'est le young core de Memphis qui fait qu'ils sont devenus très bons. C'est pas l'ajout d'un... c'est pas Donovan Mitchell aux Cavs, par exemple. Et encore, les Cavs étaient déjà forts avec leur young core. Donc, c'est possible de progresser sans forcément recruter des grands free agents. Et encore une fois, le Thunder a utilisé, comme le dit Tom, a utilisé des trade exceptions humaines pour son cap, pour remplir son cap. Mais en termes de compétitivité, le Thunder est bien meilleur qu'en fin de saison dernière. Il ne faut quand même pas oublier qu'en fin de saison dernière, il y a le retour de Kenrich Williams aussi. Alors, on ne sait pas combien de temps ça va durer, parce que Kenrich, il est souvent blessé. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'en fin de saison dernière, on avait du mal à avoir 3 joueurs potables en sortie de banc. Il y avait Aaron Wiggins, Isaiah Joe, et tu commençais à gratter du côté de Lindy Waters et Dario Saric. Ouais. Là, c'est pas du tout le cas. Là, t'as un roster bien plus complet. 2 petites questions ou 2 messages dans le chat qu'on va prendre avant de passer à la signature de Micic. N'est-ce pas le signe d'une intersaison réussie de ne pas avoir surpayé des joueurs et garder tous ses assets? Dans un certain sens, oui. Hein. Honnêtement, pour certains, ça c'est une réussite. D'autres diront non, mais selon certains critères, ça en est une, je pense. Bah, moi, quand je vois les arrivées et quand je vois les départs, sachant que tu n'as acheté aucun asset, c'est une réussite. Ça, je l'avais dit dans le live stratégie de l'intersaison. Quand tu commences à effleurer la douce odeur du succès, tu as très envie de tout faire pour la retrouver très vite. Et non. Alors, en fait, le secret, c'est d'être patient. Et tu n'avais pas envie d'avoir un joueur qui avait... Bon, Davis Bertans, c'est différent, mais il touche à peu près le même salaire. Mais tu n'avais pas envie d'avoir un joueur à 20, 25 millions sur plusieurs années pour te rendre compte que, mince, en fait, il ne fit pas avec mon groupe de jeunes. Donc non, il y a l'arrivée de Chet Holmgren. Il y a l'arrivée de Vassili Micic, il y a l'arrivée de Cason Wallace. C'est largement suffisant. Plus une année interne de progression pour ton young core. Je ne dis pas que ça va te garantir une qualification automatique en playoff, mais tu es plus armé en tout cas pour viser la post-season que ce que tu l'étais l'an dernier. Pas oublier ça, hein, progression interne. Quand tu as 2 de tes joueurs l'année dernière du 5 qui étaient rookies, déjà ça a quelque chose qui joue. Bon, après, ils peuvent être moins, potentiellement progresser plus tard ou être un peu moins bons en début de saison ou autre. Hein. Mais globalement, ça joue fortement. Je dis aussi énorme marge de progression. Enfin voilà. Globalement, tu as des retours de joueurs qui pourront t'apporter. Et autre question qui va nous faire un peu la transition vers les signatures. Par contre, je ne comprends pas Presti qui nous dit en fin de saison que ce groupe manque d'agressivité, mais dans ses moves, aucun tough guy, sauf peut-être Keontae Johnson. Cason Wallace, c'est pas un tough guy? Cason Wallace, c'est très tough. C'est pas un énorme driver, etc. Mais là, niveau impact, etc., il y est. Micic, on va en parler, il n'est pas très athlétique, mais c'est pas le pire là-dedans non plus. Après, je comprends la question, mais ça, je pense que c'était plus un message interne, entre guillemets, vis-à-vis de certains joueurs. Et c'est pas forcément tough guy, je pense qu'il voulait dire, mais voilà, il a dit, il faut qu'on aille un peu sur la ligne, il faut qu'on soit un peu plus nasty, il faut qu'on soit un peu plus là-dedans, un peu plus méchant, et ça, quand t'as un effectif qui a que 21 ans, 20 ans, etc., des fois c'est un peu plus dur. C'est quelque chose qui vient des fois un peu là, qui vient un peu plus tard, quoi, à part pour certains joueurs qui l'ont de naissance, on va dire. Il y en a certains, ça vient un peu avec l'âge, voilà, le fait de devenir plus dur, de devenir un peu plus fourbe, de devenir, voilà, ça peut venir avec l'âge. Oui, tout à fait. Parlons maintenant des signatures. Bon, on va parler de celles que tout le monde nous parle. Pardon? C'est un problème de connexion, ça vient pas de nous. Ça, j'ai remarqué. Normalement, ça revient au bout d'un moment. On va voir quand ça revient. Voilà, ça revient plus. Bon, bah tant pis. On verra en petit. Parce que c'est pas grave. Le problème, c'est que si j'agrandis, après, si ça revient, tu seras très très grand. Mais je peux faire ça accessoirement. Ah, bah je serai comme Chet Holmgren. Ouais. Chet Holmgren. Je vais juste dire Chet. Je vais arrêter de dire son nom. Je t'embête surtout pas avec ça en plus, surtout. Honnêtement. Non, mais vraiment, c'est quand on m'a dit, j'ai fait. Mais oui, en fait, je le prononce mal. Mais voilà, bon, bref.
Là, Misic. Enfin, il arrive, j'ai envie de dire. Enfin, parce qu'on avait le nombre de messages qu'on avait sous tous les tweets parlant de Misic pour nous dire est-ce qu'il arrive, est-ce qu'on a des nouvelles depuis assez longtemps maintenant. Puisque ça fait 2 ans et demi, oui, depuis le trade de Al Horford, où on a obtenu ses droits. Il a été drafté en 2014, j'ai vu, je crois. Donc déjà, lui aussi, ça remonte un petit peu. On pensait pas qu'il allait venir, honnêtement, au bout d'un moment. Ou peut-être qu'il allait signer pour être tradé, etc. Mais on ne semble pas parti pour ça. Puisque le Serbe a signé pour 3 ans 23,5 millions. En gros, première année à 7,4, puis 7,8, puis 8,2 millions de ce qui est annoncé. Il a été signé d'ailleurs avec la Room Mid-Level, si je me trompe pas, Constant. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement ce que c'est ou pas? La round mid-level exception, c'est comme une mid-level exception, mais pour les équipes qui sont en dessous du cap, donc elle est un peu moins élevée. Voilà. Et des contrats de 3 ans Je maximum. sais pas si ça vous aide énormément, mais en tout cas, c'est expliqué. Concrètement, c'est peut-être le plus gros ajout de l'intersaison. Parce que Misic, 29 ans, il vient avec un énorme palmarès en Europe, grosse expérience, énorme talent en Europe aussi, il faut le dire quand même. Et là, il vient pour jouer au OKC, il souhaite jouer avec OKC. Déjà, c'est une grande réussite de se dire que ce joueur-là veut maintenant jouer à OKC. Parce qu'on se souvient que les années précédentes, c'était qu'il voulait dans une bonne équipe, qu'il voulait un bon rôle, qu'il voulait un gros salaire. Là, je pense honnêtement que son salaire est peut-être même inférieur à ce qu'il avait en Euroleague. Je sais pas à combien il était payé, mais ça doit pas être si différent que ça. 5-6 millions Ouais, en Euroleague. pas une énorme augmentation, je pense. Déjà, avant de parler vraiment du joueur, son fit, de ce qu'il va apporter, et de voir si ça ne deviendra pas la plus grosse signature de l'histoire d'OKC avec l'historique qu'on a, c'est possible. C'est pas une signature. Ouais, est-ce qu'on peut la compter? C'est comme si tu avais signé JRE. Enfin, c'est un rookie du second tour. C'est juste qu'il a mis du temps à venir. C'est différent parce qu'il fallait quand même le convaincre de venir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais bon. Il y a plein de gars qui sont stash. Est-ce que Vezenkov, Sacha Vezenkov, qui est arrivé du côté des Kings, je crois qu'ils avaient laissé droit aussi. Que c'est vraiment une signature de free agency. Un truc un peu bâtard, mais bon. Ah, ils avaient quand même, ouais, tu vois, lui aussi, je pense ils ont attendu et puis après il fallait le convaincre, quoi, honnêtement. Je sais pas. Ouais. Bon, est-ce que déjà tu peux nous dire ce que tu penses un petit peu du contrat? Est-ce que tu le trouves bien dans sa construction, etc., sur la somme? Ah oui, c'est très bien. C'était à peu près ce qu'on avait prévu, hein. Parce que j'avais prévu, je dis ça en toute modestie, sachant que mes prédictions avaient été faites sur le fait que de l'article qui était sorti d'un journaliste turc, si je dis pas de bêtises, Misic, on sentait quand même qu'il y avait ce désir de rejoindre la NBA. Il avait emménagé aux États-Unis, il était venu à Oklahoma City pour discuter avec Sam Presti, ce qu'il n'avait pas fait les précédentes années. Donc, il y avait une réelle volonté de la part de Misic de venir, et l'an dernier il réclamait 10 millions de dollars. Bon, on faisait le calcul, sachant qu'il touchait à peu près 6 millions en Europe. Tu te disais, bon, le contrat il sera entre 6 et 8 millions. Et le montant, 3 ans, c'est très bien. Je me demande s'il n'y aura pas une team ou une player option sur la 3e année. Je pense que c'est possible, mais les contrats NBA en cette période de l'année, il faut attendre 14 jours pour avoir les détails officiels. Mais voilà, très très bonne arrivée, effectivement. Draft 2014, la même que Dario Saric, rendez-vous compte, c'est la même draft. Et pourtant, les carrières en NBA des deux joueurs sont différents. Et énorme ajout, 2 ans et demi après, l'Arlésienne Misic se termine. Je voudrais faire mon mea culpa, parce que quand on a fait la stratégie de l'intersaison, je crois qu'on a abordé Misic sur 4 secondes en disant il viendra pas. Finalement, c'est l'été où il a décidé de rejoindre la grande. Après, on avait dit, en vrai, s'il vient l'année prochaine, c'est vraiment intéressant parce qu'il comble des manques. On avait quand même dit que là, c'était une année intéressante. On avait dit il ferait sens, et c'était vraiment la dernière année, soit il venait cette année, soit il venait plus en NBA, parce qu'il a 29 ans, donc voilà. Et même quand ça a été annoncé dans la conversation vers Thunder, Pierre, tu croyais moyen, tu disais attention, il va peut-être être tradé. Pour moi, il allait être tradé dans la seconde, genre. Moi, quand j'ai vu le tweet du Vosges disant le Thunder, je me suis dit, bon ok, il signe vraiment à OKC. Bon, ils auraient peut-être pu attendre que l'annonce soit faite 45 minutes après la demande de trade de Damian Lillard, parce que vraiment tout le monde s'en est foutu, hormis la fanbase du Thunder, la signature de Misic. Et c'est un grand jour pour les Européens, puisqu'il y a Vezenkov qui arrive aussi. Épilogue heureux, comme je l'ai dit, d'un feuilleton qui aura duré 2 ans et demi. C'est un des plus gros feuilletons de l'histoire du Thunder. Donc voilà, il va apporter sur le papier, en tout cas, beaucoup de bonnes choses et beaucoup de choses qui manquaient au Thunder. Et un dernier point, puisque tu as parlé d'expérience, si on considérait Misic comme un vétéran, moi je considère que Misic est un vétéran,
qui a tout connu en Europe, qui a tout gagné en Europe, qui a joué à un niveau énorme sur beaucoup de compétitions européennes et qui va apporter une vraie expérience des gros matchs qui peut manquer dans cet effectif. Donc, on va voir comment ça va se passer, on va voir comment son jeu va se transposer à la NBA, mais sur le papier, c'est vraiment un très très bel ajout et une très très belle signature, en plus pour pas très cher. Ouais, enfin, vous allez voir le palmarès, je pense que ça parle vite avec les Euroleague gagnés, les MVP de Final Four, les MVP de à peu près tout où il a pu jouer. Non, c'est très très fort niveau palmarès, niveau expérience, ça je suis d'accord avec toi. Et après, justement, on va se plonger un petit peu dans son jeu et projeter lui un peu plus comment il va pouvoir apporter au Thunder, comment il va s'inclure dans l'effectif et dans le roster, parce que lui il va avoir un rôle, pour coup, lui on va le voir sur le terrain tous les soirs. Là, ça, c'est à en pas douter, parce que pour qu'il vienne à OKC, qu'il y ait plusieurs discussions, plusieurs rencontres, on lui a proposé quelque chose, on lui a proposé un rôle qui lui convient, etc. Donc vraiment, lui, on va le voir sur le terrain. Euh, Juste je te laisserai compléter ensuite, quelques trucs sur lui. Très bon shooter, très bon au playmaking, ça c'est deux talents élites en Europe, puis c'était l'un des meilleurs dans cet aspect-là. Il est très très fort en pick and roll. Il a le pull-up, ça c'est quelque chose qui est intéressant pour la NBA. Globalement, c'est un joueur qui ne va pas hésiter à les prendre. C'est un guard d'assez grande taille quand même, d'1m96, qui n'est pas archi athlétique, mais qui n'est pas négatif là-dessus, même s'il n'a pas une immense envergure, il est pas petit, voilà. Défensivement, c'est là où j'ai un peu plus de doutes, ce risque d'être un peu plus compliqué physiquement, notamment au niveau athlétique pour la NBA, mais voilà, c'est un peu grâce à l'Euroleague et aussi voilà, sa formation. Niveau intelligence défensive, je pense qu'on sera face à un joueur assez intéressant, ça y a en pas douter, donc ça compensera un petit peu ce manque athlétique. Je pense globalement qu'il peut jouer off-ball, parce qu'il a joué avec des très forts guards en Europe, hein, Sean Larkin qui prenait énormément de tirs, voilà, avec le tir qu'il a, il peut attendre off-ball et sanctionner. Petite chose à mentionner, notamment sur l'année dernière, il a été un petit peu blessé au genou, il est revenu ensuite, mais ce qui n'a était un petit peu moins bon, voilà, il va voir s'il n'est pas revenu trop tôt, etc. Mais ça à mentionner. Voilà, on va parler ensuite de son adaptation, mais est-ce que déjà dans le profil, toi, tu vois des choses à ajouter ou des choses à compléter? Non, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Tu as déjà été pas mal exhaustif, effectivement. La crainte que certains pourraient avoir, c'est le théorème Teodosic, joueur très hypé en Europe qui arrive en NBA. En fait, ça marche pas du tout. Sachant que Teodosic faisait, enfin, mesure, parce qu'il est toujours là, mesure 1m96, donc la même taille que Micic. Mais après, je trouve que le jeu de Micic est tellement fait pour la NBA, beaucoup de pick and roll, il a le range NBA au niveau de son tir à 3 points, il est très efficace au fur et à mesure des années, il a peut-être été moins efficace l'an dernier, mais vrai playmaking, la palette technique, que ce soit en termes de skill set ou que ce soit en termes d'intelligence de jeu, est énorme. Ça colle parfaitement avec ce que veut faire Sam Presti, avec ce que veut le jeu que souhaite développer Mark Daigneault. Après, défensivement, oui, il y a plus comment dire, il y a plus d'incertitude sur son niveau défensif, mais je pense que déjà c'est un joueur volontaire. Deuxièmement, c'est un joueur qui va être suffisamment intelligent dans ses lectures et dans ses placements et qui a conscience, je pense, de certains de ses défauts physiques pour les gommer, pour savoir en passer outre, ou en tout cas pour savoir les cacher un petit peu. Donc voilà, et puis c'est pas comme si tu avais drafté un des meilleurs défenseurs extérieurs il y a de ça 3 semaines. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Le Thunder avait ce besoin assez important de playmaking en sortie de banc. Jason Wallace, on en avait parlé, ne l'apporterait peut-être pas forcément. Vassili Micic l'apporte. Et en plus, il apporte une menace off-ball parce que sur catch and shoot, il va être capable de mettre dedans, tout en étant capable de prendre les clés et les rênes de l'attaque à partir du moment où il aura la seconde unité. Donc, je suis sur le papier, vraiment, c'est un mariage parfait que tu peux avoir entre Micic et le Thunder. Surtout qu'il colle vraiment à tout ce que tu avais besoin et tout ce qui avait manqué en fin de saison dernière. Voilà, il y a des petits doutes forcément sur son adaptation, mais je pense que tu l'as lui en sortie de banc en début de saison. T'es plutôt serein, surtout comparé à ce que tu avais avant, quand il va falloir gérer ton banc, quand il va falloir créer des actions, voilà. Après, c'est plus en complémentarité avec les autres qu'on peut peut-être un peu plus débattre. J'ajouterais juste avant ça, en limite, peut-être sur ces drives où en NBA ça sera un peu plus compliqué, il y aura certes plus d'espace, mais pour blow by les gars et pour passer les joueurs, il va falloir qu'ils soient encore plus intelligents, peut-être qu'ils jouent encore mieux sur le pick and roll ou qu'on l'utilise bien là-dessus, parce qu'il pourra beaucoup moins passer sur du 1 contre 1. Et en plus, c'était l'un des joueurs qui se faisait le plus contrer en Euroleague l'année dernière. Alors, en Euroleague, il n'y a pas les 3 secondes défensives.
donc Mm. ça compense, mais t'as pas les animaux qu'il y a à l'intérieur en NBA ou qui peuvent couvrir une telle quantité de terrain, si je peux dire, qui compense un petit peu ça aussi. Donc ça sera vraiment à voir comment il s'adapte sur cet aspect-là. Après, tu l'as bien dit, l'aspect tir, j'ai zéro doute, honnêtement, sur un joueur comme Il ça. a le range. Ouais, il a vraiment le range, il a la gestuelle, enfin voilà, là, aucun doute. Et défensivement, voilà, à voir. En termes d'adaptation et peut-être de comment on va utiliser, comment toi tu le vois sur sa première saison? Est-ce que c'est un sixième homme? Est-ce que c'est un meneur backup? Est-ce que c'est un 7-8e? Est-ce qu'il peut jouer avec chez Guidi, etc.? Est-ce qu'il finit les matchs? Comment tu le vois, toi, globalement, sur ça? Ah, ce serait peut-être un peu se projeter sur le Oui, podcast preview de la saison, mais non, pour son adaptation, je pense que ça va prendre un peu de temps, comme toujours. Il faut un peu de temps pour s'adapter au jeu NBA, mais moi, je vois difficilement comment il peut pas s'intégrer dans ce collectif. De toute façon, des joueurs intelligents, ils trouveront toujours le moyen de jouer ensemble, hein, très honnêtement. Donc, tu le mets à côté de Shai Gilgeous-Alexander. Moi, je trouve ça très, très, très intéressant, encore une fois, de décharger complètement la notion de playmaking haché pour en faire un vrai 2, un vrai shooting guard qui va scorer et qui délaisse un petit peu le playmaking, surtout qu'il est capable de tirer en catch and shoot. Après, tu peux le mettre à côté de Josh Giddey. Josh Giddey, là, pour le coup, je suis peut-être un peu plus mitigé. Ou alors, il va falloir que Josh Giddey soit encore meilleur au niveau de ses drives, ou peut-être même au niveau du tir extérieur. Ou alors, tu utilises peut-être un peu plus Micic off-ball ouais, pour moi c'est dans un ça. rôle de tireur spot-up. Mm. Ça, pour le coup, ok, tu peux faire ça. Mais voilà, les pick and roll potentiellement que tu peux avoir avec Chet Holmgren, je trouve que potentiellement, enfin voilà, c'est un truc que moi j'ai tweeté. Tu peux avoir en sortie de banc, tu peux avoir Kenrich qui fait le connecteur, tu peux avoir Micic qui fait le playmaking, tu peux avoir Isaiah Joe qui est le tireur en catch and shoot, et tu peux avoir Kayson Wallace qui est le chien de garde défensif. Dans les profils, ils sont ultra complémentaires et t'es ultra versatile. Donc, je suis vraiment intrigué, je suis vraiment hypé par le fait de l'arrivée de Micic dans cet effectif du Thunder. Surtout que le point que tu as mentionné, qui est très intéressant, c'est qu'il mesure 1m96. C'est pas un petit guard, c'est pas Facundo Campazzo et son 1m79 ou 80. Donc, il n'y aura pas ce problème de taille que tu peux avoir chez certains meneurs européens. Problème athlétique qui sera peut-être un peu plus présent. Et donc, je le vois très bien être utilisé. Il peut finir des matchs largement selon les performances des uns ou des autres. Et puis, parce que tu peux décaler chez en 3. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs. Marc Delnol va s'amuser. Il y a vraiment beaucoup de profils. Il peut tenter vraiment beaucoup de choses différentes et c'est très intéressant. Et au niveau de son temps de jeu, je pense pas que ce sera ton sixième homme. Par contre, je pense que ce sera, à mon avis, s'il a le niveau de jeu que je lui prête, ton septième homme avec de vraies bonnes minutes. Ça, je pense que des notes, il va s'amuser. Ça, j'en doute pas qu'on va avoir des rosters un peu intrigants. Ouais, moi c'est athlétiquement, comme tu l'as dit, en sortie de banque, j'ai un peu plus de mal sur le trio Casson, Joe, Missy, tu vois, est-ce qu'il peut tenir poste 3? Ça j'ai des gros doutes. Voilà, c'est vraiment le seul doute que j'ai. Après, tu l'as très bien expliqué sur collaboration avec eux offensivement, même avec Shea. Après, avec Guidi, effectivement, tu laisses plus la balle à Guidi et tu mets Misic un peu plus off-ball en second ball handler, un peu comme Shea quand il y a Guidi sur le terrain potentiellement. Enfin voilà, je trouve ça très intéressant à voir comment ça évolue en trio, mais quand tu es intelligent sur le terrain, normalement tout coïncide, hein. Quand tu es prêt, encore une fois, à faire les sacrifices qu'il faut pour que ça marche, normalement tout va bien. C'est d'ailleurs plusieurs choses qui sont ressorties là d'anciennes interviews de Misic où il disait que lui il était prêt à faire les sacrifices, etc. Donc à voir dans quelle optique il vient, mais effectivement, tu peux lui prévoir des bonnes minutes avec pas mal de joueurs autour de lui parce qu'il est polyvalent en fait dans les postes qu'il peut occuper, dans le rôle qu'il peut avoir pour moi, donc ça c'est assez intéressant. Euh, voilà, après, tu l'as dit aussi, en tant que vraiment direct sixième homme, qui a un énorme rôle, etc., soyons patients. Y a de quoi être hypé effectivement, mais soyons un petit peu patients. Et je pense que déjà il sera porteur de balle un petit peu quand il sera sur le terrain en sortant du banc, avec des bonnes minutes. Mais voilà, déjà que ça se passe bien collectivement et après on verra jusqu'où tu peux aller avec lui. Et effectivement, pas exclu de le voir finir des matchs, hein, parce que t'as des prises à deux sur Shea et après tu as lui qui reçoit la balle parce que Shea s'en débarrasse. T'es très bien, t'es très très bien. Donc ça peut être intéressant de l'avoir effectivement sur des fins de match. Oui, parce que lui va être capable de faire les lectures, il va être capable de. Je pense qu'il va être capable de se créer son tir. Alors, pas à un niveau élite, mais je pense que sur certaines occasions, il peut être capable de te faire les bons plays en fin de match. Hmm. Après, voilà, ça reste à voir, mais il a montré
à plusieurs reprises en Europe qu'il avait absolument pas peur de prendre des derniers tirs en fin de Ouais. match. Donc voilà. Lui, il aura pas peur de tirer, hein. Là, je vous le Ouais, dis pour direct. lui, pour le coup, enfin, si Shea est pris à deux, si Shea est trappé et que la balle se retrouve dans les mains de Micic, il va pas faire une passe globalement. Enfin, si il a l'occasion, si le meilleur tir possible c'est une passe pour un coéquipier, il va faire la passe. Mais si c'est lui qui doit prendre le tir, vous inquiétez pas qu'il va prendre le tir. S'il est ouvert à 3 points, il le prendra. Oui. Et d'ailleurs, même en termes de spacing, c'est intéressant, et ce qu'on nous dit, hein, là, les ajouts de l'intersaison entre Chet, Micic, éventuellement Bertrand s'il joue, Wallace qui peut-être à voir s'il est négatif ou pas là-dessus, mais t'as potentiellement du spacing qui arrive en plus. Donc je pense que voilà, on nous dit il y a quoi être enthousiaste avec un Micic sur le banc. Voilà, encore une fois, voir comment il s'adapte athlétiquement surtout, mais c'est super intéressant de l'avoir. Oui, et puis peut-être après, pour revenir, parce que on l'a vu dans le chat, même au moment de la signature, ça a été mentionné, peut-être revenir sur cette notion d'avoir beaucoup de guards. Peut-être rapidement, mais comme j'ai dit, comme je l'ai un peu avancé tout à l'heure, je trouve que en fait, le Thunder a tellement de versatilité au niveau des profils, il y a tellement de pluralité dans les profils, qu'en fait, bah, Josh Giddey il fait la taille d'un poste 4, et Gideus Alexander a déjà joué dans sa carrière au poste 3. En fait, tu peux avoir des situations où Giddey va être le 4 théorique, euh, et tu peux avoir Micic, Shea, Giddey, J-Dub et Chet Holmgren. Je vais arrêter. Mais voilà, je trouve qu'un joueur comme Cason Wallace n'est pas du tout le même profil que Micic. Lui, pour le coup, tu vas le mettre en poste 1 ou poste 2 parce qu'il est un peu petit, mais avec son envergure et le fait qu'il joue plus grand que sa taille, bah, tu peux varier les match-ups. Il n'y a que Isaiah Joe, finalement. C'est celui qui est un peu embêtant, c'est que c'est le plus efficace à 3 points, mais c'est celui qui te permet un peu moins de variété au niveau des line-up parce que défensivement, il est vraiment limité par son côté frêle. Mais sinon, vous prenez Josh Giddey, vous prenez Micic, vous prenez Cason Wallace, vous prenez Shea. En gros, ça va être les 4 principaux guards en tant que titulaire, en tant que backup. T'en as aucun qui a le même profil. Donc, ça va vraiment, et je suis curieux, je vais vraiment surveiller ce que va faire Mark Delnault, parce qu'en termes de profil et de combinaison de line-up, tu peux vraiment t'amuser. Carrément, carrément, et c'était archi complémentaire. Non, ça va être super intéressant. Je pense que des fois, on va se dire non, bon, ça faut arrêter, parce que ça marche pas. Mais il y a des trucs, on va se dire, ouais, ça c'est vraiment une trouvaille et ça marche vraiment bien. Donc hâte de voir tout ça. Parlons maintenant un tout petit peu de la deuxième signature de la Free Agency, Jack White. On va être honnête, je pense, 2 minutes avec Constant, juste là, avant d'en parler de lui. Inconnu ou Inconnu. inconnu. Honnêtement, quand on a vu la signature, on s'est vraiment demandé qui c'était. Et pourtant, voilà, Constant suit la NBA au global. Moi, je suis aussi de ce que je peux la NBA au global. Jamais entendu parler de lui, mais vraiment. Donc, pour faire rapidement son profil, parce qu'on s'est un peu plus renseigné maintenant, déjà, il a signé pour 2 ans, apparemment garanti. Très peu cher dans les prévisions, donc c'est autour de 2 millions la saison. Il est australien de 25 ou bientôt 26 ans, si je me trompe pas. 2 mètres, assez costaud physiquement. Il vient de Duke, il était non drafté. Donc après, il est retourné en Australie pas mal d'années. Et il a réussi à faire son trou NBA l'année dernière avec Denver. Il était en tout et contract. Il a très peu joué NBA, vraiment que des garbage time. Il y a presque aucun highlight de disponible sur YouTube, et c'est incroyable. C'est que des garbage time. Champion NBA, malgré Champion NBA, effectivement. Par contre, en G-League, il a beaucoup plus joué et beaucoup plus dominé. Si vous allez checker ses stats, hein, c'est à peu près 21 points de moyenne, 55% en tir, 40% à 3 points. Vraiment, il a dominé. C'est un joueur qui a l'air d'avoir un tir intéressant, d'un impact physique intéressant. Du peu que j'ai vu en termes de vitesse, de déplacement, etc., c'est un 3-4. Peut-être même plus 4 en termes de latéralité, etc. Ça, c'est à voir comment on va l'utiliser, ou si on l'utilise d'ailleurs. Mais à part grande surprise, est-ce que lui sera dans la rotation? J'ai vraiment peu de doutes. Tu vois, je te disais même off, est-ce qu'il va vraiment rester jusqu'à le début de saison? Bon, on l'a signé 2 ans, donc quel serait l'intérêt de ne pas le garder? C'est effectivement, mais ouais, je sais pas si on le verra beaucoup. En fait, quand on a vu la signature, on a pensé que c'était un two-way, quoi. Ouais. Et en fait, c'est un contrat standard. Donc, je vois pas l'intérêt de le signer sur 2 ans si c'est pour le couper 3 mois après au training camp. Donc, j'ai pas compris. J'ai pas compris la signature. Pour être très honnête avec vous, effectivement, les effectifs NBA, je les connais un peu. Même les two-way, hein. Je ne connais pas les 2 two-way des 30 équipes NBA, sachant qu'il n'y a pas de 2 two-way en toutes les équipes. Mais Jack White, pourtant, c'est pas faute d'avoir regardé Denver, mais Jack White,
n'avais absolument aucune connaissance de cet individu. Ça fait un copain australien pour Josh Giddey, donc ça c'est bien, il va être content. Avec Patty Mills, mais Patty Mills risque de pas rester longtemps. Mais après, au niveau du profil, voilà, il était bon en G-League. Tout ce que je sais, je suis même pas allé chercher, pour être très honnête, je suis même pas allé chercher des images parce que je vois pas en Il y en fait a presque pas. quel temps de jeu. Et Non seulement je suis pas allé chercher, en plus il y en a pas beaucoup. est-ce qu'on le verra à la Coupe du Monde d'ailleurs aussi? Peut-être. Je sais pas s'il est Je dans sais le même, roster même de pas l'Australie. sur le roster. Non, mais effectivement, c'est. Après, à voir. Est-ce on était content du profil? Est-ce que c'est une signature pour quelque chose d'autre? Est-ce qu'on va le garder? Est-ce que ça sera une bonne surprise dans la saison parce qu'il sera utilisé, qu'il apportera? Potentiellement, ça peut arriver. Bon, mais voilà. Et là, on va difficilement en dire plus que ça parce que c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu jouer. Voilà, c'est dur à. Pour l'instant, c'est dur à comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on va faire de ce joueur-là. Bon, après, il est très peu cher. Voilà. Ah bah oui, il coûte rien. Il coûte rien, mais c'est surtout dans un roster qui est à 19 joueurs maintenant. Voilà. Il va falloir couper 4 joueurs. Et du coup, je vois pas très bien l'intérêt d'en avoir rajouté un supplémentaire ou alors d'avoir garanti le contrat de JRE. Que ça, c'est dans les news qu'on n'a pas évoqué, mais le Thunder a refusé la team option de Lindy Waters et a garanti le contrat de JRE aussi. Donc, départ de Waiters et JRE pour l'instant reste en tout cas. Et tu me fais une bonne transition parce que la question maintenant, c'est, avant de passer sur la Summer League, c'est que le salary cap est presque entièrement utilisé. Il n'y a plus rien là. Normalement, il n'y a plus rien. On est 19 joueurs dans le roster. Déjà, rien ne presse pour faire les choix parce que tu as jusqu'à octobre, ça a été très bien mentionné, pour éventuellement couper les joueurs, trader, etc. Là, on est plutôt sur un statu quo là, sur le reste de l'été et on voit ce qui se passe un peu plus tard du coup avec ce roster-là, je pense. Hormis si tu fais Bertrand, Soladipo et Patty Mills pour Pascal Siakam, oui, effectivement, ça va rester sur statu quo. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri, effectivement, Charles-Élie, que si vous avez écouté le podcast Review de la Draft, je suis sûr que vous l'avez écouté, vu comment il a été écouté, avec parler dans la conversation potentiellement d'un trade pour désengorger un petit peu le roster, comme il y avait eu le cas l'été dernier avec le trade de Ty Jerome et de Théo Maledon. Ça peut arriver, mais je pense qu'il y a une grosse probabilité, c'est que avec le nouveau CBA, tu peux te ramener à 21 joueurs au training camp, alors qu'avant c'était 18. Il y a une vraie probabilité que tu arrives avec 19 joueurs au training camp et que à la fin de la pré-saison, tu coupes les 4 qui manquent, ou alors tu en coupes un ou deux au training camp et tu finis le compte, tu finis de faire le compte à la fin de la pré-saison. Mais là, oui, je pense que l'été, en termes de trade, il est globalement, ou même en termes d'acquisition, il est globalement terminé du côté de Sam Presti. Je vois bien la guerre arriver au training camp pour avoir sa place, hein. Honnêtement, avec certains profils plus sur la sellette que d'autres. Déjà, les Patty Mills, Oladipo, tu te doutes que potentiellement tu peux déjà le couper, etc. Sauf si tu veux les relancer et ensuite les trader, mais ça paraît improbable. Oladipo, avec le temps ouais, qui vient, ça va être compliqué. Tu peux presque déjà acter qu'Oladipo il sera pas là, et pas Timis non plus. Après, il y a des profils, forcément, c'est passé dans le chat, qui sont un peu plus sur la sellette. Un Treman avec la concurrence qui arrive, un JRE qui n'a pas été exceptionnel l'année dernière, même un Poku potentiellement, s'il ne reconfirme pas qu'il est bien revenu, t'es sur la sellette avec ces joueurs-là qui n'auront peut-être pas leur place dans leur rotation, qui sont peut-être un cran en dessous des autres. Voilà, t'as tes têtes que tu sais qui seront là. Mais il y en a certains, tu peux te demander si tu seront conservés. Après, si jamais tu as une équipe qui est intéressée par un Ron Wiggins qui est juste contre un second tour, tu peux te dire, bon, je m'en débarrasse, au moins j'obtiens ça, et tu as un choix qui est fait déjà. À voir effectivement. Mais je suis d'accord avec toi que tu n'auras pas forcément de mouvement d'ici là. Non, mais après, il y en a qui peuvent être sauvés par leur poste aussi. Oui, complètement. Pardon. Mais un joueur comme Giro, il peut peut-être être sauvé par le fait que ce soit un poste 5, et du coup, Treman, il peut peut-être être désavantagé par le fait que sur le backcourt, globalement, ta chance, là, pour le coup, de jouer, elle est infime, quoi. C'est vraiment... blindé, c'est blindé. C'est blindé. Même aux ailes, Aaron Wiggins, avec toute l'affection que j'ai pu acquérir pour Aaron Wiggins pour la seconde partie de saison l'an dernier, ça va être difficile de lui trouver du temps de jeu. Bon, lui, son temps de jeu était déjà globalement assez irrégulier. Et là, pour le coup, ça va être compliqué. Ça alors ferait chier de joueur... garder un Jack White et de cut un Aaron Wiggins, par contre. Honnêtement. Moi aussi. Mais un joueur comme Poku et comme JRE, en fait, tu as Chet Holmgren et tu as Jalen Williams, qui sont ta rotation au poste 5, sachant que Chet ne jouera pas 82 matchs. Donc, potentiellement, Jalen Williams sera ton 5 titulaire.
Bah, après, tu peux bricoler comme tu as fait l'an dernier, mettre du Kenrich en pivot. Sinon, tu arrives très vite sur Poku et sur GR. À voir, vraiment à voir quels choix seront faits, mais ouais, ça va être la guerre au training camp et là sur les futures semaines pour gagner sa place, dès la Summer League, hein, je pense d'ailleurs. Donc, mais je pense comme toi qu'on sera un peu en statu quo, voilà. Et bien finissons par parler un petit peu de cette Summer League qui commence ce soir et qui hype. Il y en a deux. Et les deux Summer League en plus on est là, et qui hype énormément de gens. Pourquoi? Bon, moi, honnêtement, ma question de base c'était qu'est-ce qu'on va regarder? Mais on va regarder Chet. Chet, voilà. Aussi hypé que stressé à l'idée du retour de Chet Holmgren. Très honnêtement, c'est ce que j'ai dit en off à Pierre juste avant. Sachant que les fans du Thunder ont rarement le droit au bonheur, j'ai très peur que Chet Holmgren se retrouve avec la cheville à l'équerre au bout de 2 matchs de Summer League. Mais je ne veux pas, tiens, j'ai du bois là, je ne veux pas lui porter malheur à Chet malgré tout. Mais oui, Chet, ça fait quasi un an que tu l'as pas vu sur un parquet NBA. C'était lors de la précédente Summer League. Voilà, monsieur a pris 6 kilos, très bien, bravo le nutritionniste du Thunder pour l'avoir fait manger un peu. Il a pris, je pense, des kilos de muscle, mais beaucoup d'impatience et pas tant sur ses performances statistiques, parce que je pense que ça va globalement pas être terrible, mais sur le fait que de voir est-ce qu'il va jouer avec la même fougue, avec le même esprit un peu kamikaze qu'il a pu avoir, que ce soit à Gonzaga ou que ce soit au KC. J'en doute pas quand tu vois le caractère du joueur, mais j'ai envie de dire, moi je suis stressé pour Chet. Mais mais par contre, je ne veux pas que lui le soit. Parce que être stressé et aller sur un contact un petit peu en reculons, c'est le meilleur moyen de se repéter. Donc, il faut que lui, il soit dans le même mindset que ce qu'il a pu être l'an dernier avant sa blessure. Donc, bon, je suis très curieux de voir ce que va donner Chet. À partir du moment où je le verrai faire un gros contre, parce qu'il y a un mec qui essaye de lui monter dessus, ou à partir du moment où je le verrai faire un gros dunk en transition, je me dirai c'est bon, il est vraiment revenu. En attendant, je suis très hypé. Je pense que oui, bah, tu as parlé de Micic comme la plus grosse acquisition du Thunder. Pour moi, c'est Chet, Oui. la plus grosse acquisition du Thunder cet été. Donc, un tout petit peu d'appréhension quand même, de me dire, bon, qu'est-ce que ça va donner niveau physique, mais énormément de hype et ça fait énormément plaisir d'enfin revoir Chet sur un parquet. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Faut qu'il aille dans le bon mindset, pour performer et pour reprendre confiance. Parce que si tu commences déjà, et comme tu l'as dit, à y aller à moitié, là, c'est sûr que ça va mal se passer. Mais j'ai confiance en Chet pour ça. Et honnêtement, j'ai moins peur que toi parce que ça fait un an que tu le prépares à revenir, quoi. Et il y en a plein qui disaient qu'il pouvait revenir avant, etc. Peut-être, mais du coup, là, normalement, il est censé être prêt, il a déjà joué des 5-5, etc. J'espère vraiment qu'il revienne en pleine confiance. Je pense pas qu'il va nous claquer une perf comme il avait fait l'année dernière. Je sortirai plus les stats, mais honnêtement... Il y avait 6 points. Il y avait des pull-ups de part. C'était n'importe quoi. Ouais. Mais déjà, rien que voilà, un ou deux tirs extérieurs, un gros contre, un dunk sur un pick and roll, et ça sera déjà parfait, et on pourra juste se projeter sur le futur, parce qu'effectivement, tu l'attends très très fort. Et oui, effectivement, on vient de voir passer le tweet, on demandait si c'était sûr qu'il allait jouer. Ça a l'air d'être bien parti pour, parce qu'il n'y a que JRE et Keyonte Johnson qui sont annoncés out pour l'instant sur ce début de Summer League. JRE, c'est encore. Ouais, c'est... Mais ouais. En plus, c'est encore la cheville, genre je viens de voir, c'est encore la cheville. Non, mais lui... qui vont manquer d'ailleurs normalement les 3 matchs de la première Summer League, du premier championnat de Summer League. Moi, c'était un des gars à regarder, en plus Keyonte Johnson, je voulais en parler un petit peu aujourd'hui. Bon, bah du coup, ça sera pas forcément pour aujourd'hui, parce qu'on en a peu parlé, mais ça aurait été intéressant de le voir, voir comment il évolue, etc. C'est un joueur un peu plus vieux en plus. On parlera un peu plus de lui maintenant. Tu en as un peu parlé avec Chet, qui a pris du poids. Globalement, tous les joueurs prennent du poids. Bon, là, il y a 2-3 clients au Thunder qui ont bien mangé. Notamment un J-Dub qui apparemment a pris vraiment du poids. Alors ça, Ousmane Dieng aussi. Ousmane Dieng aussi, voilà, on va voir comment. C'est surtout ça, moi, que j'ai envie de voir, c'est peut-être les progrès des jeunes, parce que là, on a un roster pour la Summer League qui est épais, mais vraiment. Parce que tu as 2 de tes starters l'année dernière qui jouent, déjà, qui ont joué 2 matchs de play-in qui sont à la Summer League, dont un Jalen Williams qui était un top 2 rookie, et qui a gagné plein de trophées de rookie du mois, etc. Ça peut être, voilà, lui il peut vraiment dominer, à voir comment il évolue. Je pense que Dieng, au-delà de même de la France, est très attendu sur cette Summer League.
parce que lui, on l'a attendu en termes de progression. Et puis voilà, occasion de voir aussi un Cason Wallace pour la première fois sur le maillot d'OKC. Bon, lui, il sera là qu'à la deuxième, lui aussi, parce qu'il n'a pas encore signé son contrat, ou le Il trade n'est n'est pas pas encore officiel, donc il sera peut-être qu'à la deuxième, voire pas du tout. Il n'est pas dans le roster pour l'instant, on espère le voir. Mais non, moi je suis très hypé pour voir ouais, globalement la progression des jeunes. Bien sûr, Chet va un peu cristalliser tous les regards, mais un J-Dub peut surdominer ça. À voir si un Treman réagit dès maintenant ou fait une Summer League aussi dégueulasse que l'année dernière. Les deux, Les deux, ouais. deux Summer League de Freeman. Ouais, moi je dis une, mais c'est globalement l'entièreté quand j'entends ça. Mais ouais, Ousmane Dieng, honnêtement, j'ai hâte de voir s'il est un peu plus NBA ready que l'année dernière. Là, ça sera que les Summer League, mais déjà tu pourras voir s'il a évolué. Je sais pas si tu verras s'il est NBA ready en Non, regardant mais les matchs de déjà, Summer League. l'année dernière, tu le voyais que ça allait être compliqué à la Summer League. Là, tu peux Oui, te dire, bon, c'est mieux déjà, tu vois. oui. Mais après, bah, pour J-Dub, je suis pas sûr qu'il aille à Vegas, hein. Je pense qu'il va faire les trois de Salt Hmm. Lake et puis il va faire bon. Peut-être arrêter de déconner quand Comme même. avec Guidi l'année Euh, dernière, bon, tu joues en marchand. Qui était à Vegas? Qui était à Vegas? Mais J-Dub, je pense que ça veut le tester en tant que principal ball handler et voir ensuite ce que tu vas faire. Mais après, pour le reste, oui, Ousmane Dieng va être attendu parce qu'il va falloir montrer des choses. Les joueurs de troisième année qui vont en Summer League, c'est souvent mauvais signe, notamment Treman, notamment Jeremy Robinson-Earl, c'est que c'est des joueurs qui sont vraiment pas très loin de trouver un chemin hors de la ligue. Donc, quand un joueur de troisième année, c'est globalement mal vu hein, d'être un joueur de troisième année qui va en Summer League. Après, Kayson Wallace, il sera là, je pense, à Vegas. C'est d'ailleurs très drôle de voir les vidéos du Thunder où tout le monde a un short du Thunder, sauf Kayson Wallace, parce que il n'a pas le droit de porter un short du Thunder. Du coup, il a juste Non, mais, un t-shirt de la non, NBPA. mais ça, c'est La... scandaleux parce qu'en vrai, il joue avec la team, donc même en question d'assurance, enfin, c'est complètement con. Enfin, Oui, oui, non, Bref. mais c'est la NBA. Et c'est la NBA leur trade. Après, oui, effectivement, il faut pas non plus tout juger sur la Summer League. Jalen, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas en Summer League. Et finalement, on a vu ce que ça a donné en NBA. Il y avait quand même beaucoup de choses qui n'allaient pas pour Jalen Au Williams en début de son NBA. NBA, Mais ouais. en début, mais même à la fin, la défense, voilà, c'était pas non plus tip-top. C'est parce qu'il y avait vraiment le tir et le passing game. Il n'y avait pas le tir en Summer League déjà. Donc, très hypé. Et effectivement, bon, un joueur comme Keontae George, c'est dommage. Ouais, Keontae Johnson, Keontae George, c'est celui qui a été drafté au Keontae Jazz. Johnson. Un, jou- un joueur comme Keontae Johnson, c'est dommage de ne pas le voir sur les trois matchs de Salt Lake. Après, je pense que tu le feras pas mal à Vegas parce que Chet ne va pas jouer les 8 matchs de Summer League. J-Dub ne va pas jouer les 8 matchs de Summer League. Treman non plus, Ousmane Dieng non plus, Jane Williams non plus. Donc, vers la fin de Summer League, tu verras ces joueurs-là. Il faut pas tant juger sur leur niveau que juger un peu sur comment ils vont physiquement. Hmm. Enfin, c'est difficile réellement d'évaluer des performances sur la Summer League. Tu peux voir dans quel registre ils vont être utiles en NBA. Tu sais, voilà, la Summer League, on l'a très bien vu. J-Dub, sa Summer League, ça ressemblait beaucoup à ce que tu as vu lors de sa saison rookie finalement. Et il faut pas dire que juste parce que lui, un X a fait une bonne Summer League, il va faire une bonne saison en NBA. Parce que Y a fait une mauvaise Summer League, il va être mauvais en NBA. Il Pas de faut voir. conclusion hâtive, mais juste un peu de contenu, juste de les revoir, de voir comment ils ont évolué physiquement, de voir s'ils ont changé deux trois trucs, de voir voilà, comment ils sont en confiance, etc. C'est surtout ça, effectivement, qu'il faut prendre en compte. Peut-être pour le Thunder, ce qui est moins le cas pour d'autres équipes, les automatismes. Parce que là, pour le coup, avec J-Dub, avec Jalen, et même Ousmane Dieng, c'est des joueurs qui ont vraiment joué ensemble. Ce qui ne sera pas le cas quand tu auras Kaysen Wallace et quand tu auras Keontae Johnson. Et voir potentiellement une association. Très honnêtement, oui, on peut parler de Dieng et tout. Moi, je veux juste voir un pick and roll entre J-Dub, porteur de balle, avec Chet Holmgren, quoi, très honnêtement. Oui, mais ça va, on risque de le voir assez régulièrement. Et allez, on va juste finir sur la question de Kamel. On est d'accord que Chet ne jouera pas le Rookie of the Year. Bon, c'est pas de l'avis de Josh Giddey, ça, déjà. Ni de Jalen Ni de Williams, Jalen qui a dit que Williams. son téléphone était Ah, rechargé c'est à Giddey qui a 100%. dit ça, je crois. Guidi a dit ma batterie est pleinement Oui. rechargée et il y a J-Dub qui a répondu en disant moi je suis à 100%. Ok, bon. Bah, voilà, Non, les il gars, jouera pas le les rôle. gars sont confiants, mais ouais, effectivement, en termes de rôle, responsabilité dans l'équipe où ils tombent au final, ça paraît compliqué. Par contre, c'est pas exclu que ce soit l'un des meilleurs rookies quand même. Ça, j'espère quand même, mais ouais, le Rookie of the Year en termes de production, bon. Bah, surtout quand tu as un joueur comme Victor Wembanyama qui arrive du côté des Spurs,
Surtout quand tu as un joueur comme Scoot. Scoot Anderson, Tu vas avoir la qui roue va avoir quartier carte libre. Oh, là, ça va blanche, être. Oh. carte blanche du côté de Portland. Alors après, peut-être qu'ils vont accorder de l'importance au bilan, parce que le bilan de Portland, ça c'est un truc positif d'ailleurs, c'est que avec Utah qui est en semi-reconstruction et Portland, Thunder a 2 adversaires de division relativement abordables dans une conférence Ouest où globalement c'est la guerre. Donc voilà, mais après, non, il sera pas Rookie of the Year, mais ça c'est un truc qu'on gardera pour le podcast preview de la saison, mais j'ai tweeté un peu sur mes attentes pour Chet. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment alors qui surestiment ce que j'ai dit dans mon tweet parce qu'ils pensaient que je disais que je voulais Chet en 20-13 et 4 contre, mais qui sous-estiment ce qu'a fait Chet à Gonzaga. Ce n'est pas qu'un joueur qui met des contres et qui plante à 3 points. C'est un vrai joueur d'intérieur aussi. Déjà, on nous dit est-ce qu'il sera éligible Chet avec le nombre de matchs Oui, c'est pas exclu non plus. 65, c'était. Ouais, 65. Hmm. C'est pour les Rookie of the Year aussi? Ouais, je pense, oui, c'est pour tous les trophées. Ah, j'avais un doute sur le Rookie of the Year. Déjà, des rookies qui jouent 65 matchs, va pas y en avoir 150 non plus. Donc, Ouais, je pense que c'est pour les trophées. Tous les trophées, ce serait logique pour moi, mais bon. Ouais. Oui, parce que Et pour le rookie, ça paraît plus. J'essaie Parce de qu'il me y en a moins. remémorer le podcast CBA de Tom sur ça. Est-ce qu'à un moment, il cite pas Embiid et Brogdon en exemple sur ça? Ah, je sais plus. Voilà. Tom et Ami vont me taper dessus. À vérifier. Je les ai écoutés en plus, mais à vérifier sur ça. Bien Mais je pense que le Rookie of the Year est inclus dedans. Et ben voilà, on a fait le tour de tous nos sujets. C'était très intéressant. C'est un peu plus d'une heure de live avec tout le monde. On était un peu plus de 40 là, à peu près tout le long. Donc merci beaucoup pour tout votre soutien et pour toutes les vues récentes sur les épisodes. De plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues. Donc n'hésitez pas à partager tout ça autour de vous. Si ce n'est pas fait, à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, partout. Vous pouvez suivre l'actualité d'OKC. Voilà, on revient très rapidement avec de nouveaux contenus et dès ce soir en live tweet pour la Summer League, on va bien sûr suivre ça en direct. On nous a demandé des liens ou autres, nous on regarde ça sur League Pass, donc on pourra difficilement vous aider là-dessus malheureusement. Oui, puis le live tweet, si Elon Musk nous le permet. Oui, hein, c'est bien vrai que sûr, si on hein, devient parce limité, voilà, on limitera le nombre de tweets s'il faut. Abonnez-vous surtout, Mais- suivez-nous sur Twitch, sur YouTube, Voilà. vraiment, parce que si Elon Musk décide de faire n'importe quoi, on aura toujours des alternatives. Ouais, et puis, on en créera d'autres si- s'il y a besoin, ou Ouais, on ça en sera créera du d'autres, Instagram, mais du bon. Discord, voilà, on trouvera toujours quelque chose. Le Discord de We Are Thunder, qui d'ailleurs, ce serait un truc qu'on devrait faire. On demandera Je aux sais gens, pas. mais ça, c'est un truc Est-ce qu'on. que ça Faudrait des modos, à quoi. voir si c'est mort ou pas, mais voilà. Facebook, effectivement, ça serait Facebook, assez bien drôle. sûr. Ça serait On assez fera drôle. des lives sur Facebook Gaming aussi. Et Euh, puis, voilà. Mais juste, la théorie se confirme tous les étés. Vous êtes beaucoup, et pas que chez We Are Thunder, hein, chez Doug Hebdo et tout, ou d'autres, vous êtes beaucoup plus nombreux quand on ne parle pas, enfin, quand il n'y a pas de basket que quand il y a ouais, du parce que basket. les gens ont besoin de contenu, voilà, je pense globalement. L'espoir, comme dirait Tom à chaque fois. Il y a besoin de contenu, il y a besoin de choses. Mais merci à vous, en tout cas, hein, bien sûr, un grand merci. Et puis voilà, on se retrouve très rapidement pour débriefer de la Summer League et des autres choses, des autres actualités, et puis avec les sujets de l'été qui arrivent rapidement. Donc suivez ça, et puis à bientôt tout le monde. Salut!